20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 8 septembre. À la une ce soir, pour une place en Côte d'Ivoire en janvier prochain, les Léopards devront faire sauter le dernier verrou. Et ce match contre les Crocodiles du Nil demain, samedi 9 septembre 2023, au Stade des Martyrs, le ministre des Sports appelle les Congolais à faire le 12e homme. Sécurité dans le Nord Kivu, une mission d'inspection de commandement des FARDC est arrivée à Goma, conduite par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Elle passera en revue toute l'armada congolaise dans cette partie du pays. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Tous les membres de l'exécutif national se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la 112e réunion du Conseil des ministres. Juste après ce journal, vous suivrez le compte rendu avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et à quelques heures de ce grand rendez-vous sportif de Kinshasa, la pression monte chez les joueurs, mais aussi chez les amoureux du ballon rond, car c'est toute une nation qui se mobilise comme un seul homme pour cette victoire, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement de la République. L'équipe Sama 2 se dit optimiste quant à la qualification des Léopards. Guilain Kabaloudi. Les Léopards de la République démocratique du Congo n'auront besoin que d'un match nul pour se qualifier à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire. En tête du groupe I avec 9 points après avoir gagné la Mauritanie par forfait, la RDC a non seulement son destin en main, mais aussi les faveurs de pronostic de toute une nation, à commencer par le premier sportif du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble du gouvernement Sama 2. La victoire sera du côté de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons plein succès à nos Léopards et je pense qu'au-delà de la nation congolaise qui se trouve ici en République démocratique du Congo, toutes celles qui se trouvent dans tous les pays, ils auront un grand soutien et donc plein succès à eux. Demain, 2-0. Ça sera 2-1. Ça, c'est mon pronostic. Je souhaite que la République démocratique du Congo puisse gagner demain par 2-0. J'ai la foi étant que chrétien, nous allons avoir 2 buts. Avec la force de frappe de nos Léopards, je crois que ça va être 3-1. Pour être raisonnable, j'avancerai 2-0 pour les Léopards. Nous allons battre le Soudan. 3 buts et peut-être qu'ils peuvent avoir un penalty pour faire 3-1. Je ne donne pas de pronostic clair, mais ce qui est sûr, c'est la victoire. Pour moi, je pense que ça sera 3-1 en faveur de l'équipe nationale. Moi, je peux dire facilement 3-0. Ça sera 3-1 en faveur des Léopards, bien sûr. Prenez vos drapeaux, prenez vos maillots. Nous tous demain au Stade de Martyrs pour la consécration des Léopards. Nous allons gagner, je donne 2-0. Je pense que ce sera 2 buts pour les Léopards, donc la RDC. Oui, 3-0. Moi, je suis convaincu qu'on va gagner par 2-1. Et cette qualification sera dédiée à tous nos compatriotes qui sont à l'Est et qui traversent des moments très très difficiles. Je suis confiant, je ne perds de rien. Je pense que le samedi soir, il y aura la fête sur l'ensemble de la République. Tous les Congolais de la diaspora seront en fête. De retour à son meilleur niveau, les fauves congolais tenteront de réussir ce premier challenge ce samedi sous le coup de 17h au Stade de Martyrs face à l'équipe du Soudan avant de se concentrer sur les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde 2026 qui sera conjointement organisée par les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Et je vous emmène faire un tour chez les footballeurs de l'équipe nationale. Vous le savez, c'est demain samedi à 17h que les Léopards de la RDC s'opposeront aux Crocodiles du Nil du Soudan, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le moral de notre 11 national est au zénith. Hier, les athlètes ont reçu la visite du ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo, qui leur a transmis le message d'encouragement du président de la République, Christian Vital Motomongo.
À 48 heures du match, RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dépêché le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mouala Kaboulo, à l'hôtel où sont logés les Léopards pour transmettre son message de soutien. Tout le monde veut vous voir. Tout le monde tient à vous soutenir. Tout le monde sera derrière vous. La mobilisation est totale parce que ça va nous permettre, en cas de qualification, de renouer en fait avec la phase finale de la CAN. Et nous comptons sur vous. Les big boss m'ont demandé de venir vous voir. Le pays fait un effort pour vous mettre dans des conditions professionnelles. Au nom de l'équipe, le capitaine Chancel Mbemba s'est dit satisfait et a promis la qualification. On est très content, on est focus sur notre match. On a besoin de soutien de tout le peuple congolais. On va mener notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. Le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant entre l'ensemble de la sélection nationale et l'équipe qui a accompagné le ministre des Sports. Justement, un invité dans ce journal, il s'agit de M. Bob Richard Makandalele. Il est opérateur sportif en charge de la billetterie du match qui opposera la République démocratique du Congo et le Soudan. Bonsoir M. Bob Richard. Bonsoir Mme Sandra. Nous sommes à 24 heures de la rencontre RDC-Soudan, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Quelles sont les dispositions prises sur place justement pour l'entrée au stade? Alors pour commencer, je viens de la part de la Fédération congolaise de football, donc du comité de normalisation. Vu que nous nous occupons de la billetterie, il m'a été demandé de venir éclairer la lanterne sur toutes les questions qui se posent par rapport à ce match. Les dispositions qui ont été prises sont les suivantes. Les billets depuis le mardi, après juste la conférence de presse, se vendent dans 19 agences Robank, sur toute la capitale de Kinshasa. Donc pour plus d'informations, prière de consulter ces agences sur les réseaux sociaux de la fédération. Mais pour demain déjà, parce que c'est le jour J, vous pouvez venir à la FECOFA, au siège même de la fédération, et il y aura expressement sur demande de la population, car il y a une forte demande au stade même. Nous allons disponibiliser d'un point de vente pour que tous ceux qui veulent se procurer de leurs billets puissent en acheter. Les billets, ce sont des bracelets. Chacun achète son bracelet, le porte. En venant au stade, nous avons tous nos bras, nos poignets levés pour être identifiés. Donc personne ne vient avec son ticket en main. On les a tous dans nos bras portés et on accède calmement dans un stade pour vivre le spectacle. Et le prix? On peut avoir le prix du billet, nous n'avons que deux billets, deux catégories. Nous avons 10 000 francs pour le pourtour, là où il y a la masse. Et nous avons pour les tribunes, la tribune centrale A et B à 20 000 francs congolais. Ce sont les prix qui ont été retenus. Aucune place de tribune d'honneur en vente parce qu'elles ont tout été réquisitionnées par le protocole d'État, vu que c'est un match très important et toutes les autorités veulent venir, donc c'est géré à ce niveau-là. Merci beaucoup, le message est passé. Je rappelle là que vous êtes M. Bob Makandalele, opérateur sportif en charge de la billetterie du match RDC-Soudan. Et ce communiqué, il est porté à la connaissance du public que l'accès au stade des Martyrs de la Pentecôte pour assister à la rencontre sportive de football qui va opposer ce samedi 9 septembre 2023 la République démocratique du Congo au Soudan dans le cadre des éliminatoires de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 est conditionné par la présentation du billet produit par l'Hôtel de Monnaie sur commande de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, et vendu sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérards en sigle. À cet effet, la police nationale congolaise est priée pour la sauvegarde des intérêts de l'État de faire veiller au respect de ce qui précède. Fait à Kinshasa, le 8 septembre 2023, Lucien Kofo Boniemé. Tout à fait autre chose à présent. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo et bien d'autres sujets ont été évoqués au cours d'une séance de travail entre le président de la CENI, Denis Kadima, et l'ambassadeur plénipotentiaire d'Égypte accrédité à Kinshasa, Hicham El Mekwad, a par la même occasion félicité la CENI pour tout le travail abattu qui présage une bonne tenue des élections prochaines. Téti Samba et je reste Fuji.
Premier tête-à-tête ce vendredi 8 septembre 2023 entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo. Par cette rencontre à 4 mois des scrutins, Echam El Mekwad, chef de mission diplomatique égyptienne, a eu des assurances auprès du président de la centrale électorale pour la tenue des élections dans le délai. Monsieur le Président m'a gentiment donné un exposé sur le travail d'Assini depuis ces derniers mois, la situation aussi sur le terrain. On doit féliciter sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, avec tous les défis bien sûr, les défis logistiques, géographiques, mais on a vraiment confiance qu'un très bon travail va être fait par l'Assini. Le diplomate égyptien a montré l'intérêt de son pays de renforcer la collaboration avec la République démocratique du Congo. Si on aborde les relations entre les deux pays, c'est des relations très haut niveau qui datent depuis les années 60. Donc bien évidemment, le Congo, le RDC, c'est un pays qui nous intéresse. Donc on s'intéresse avec tout ce qui se passe dans ce pays. Et bien évidemment, s'il y a des élections présidentielles, c'est un sujet qui nous intéresse. Présent à cette rencontre, le questeur adjoint de la CENI, Mme Sylvie Biremano Balumi. Et l'Union européenne s'engage à soutenir la 31e brigade de réaction rapide des FARDC pour maintenir de manière pérenne la paix à Kindu dans le Maniema. Cette question a mis autour d'une même table le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, et une délégation de l'Union européenne conduite par Alain Descroux. Nicole Cessep-Loca nous en parle. La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne est au beau fixe, à titre illustratif dans le domaine des défenses. Conduite par Alain Descroux, la délégation de l'Union européenne a eu une séance de travail avec le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, appelé à d'autres obligations d'État. Cette délégation de l'Union européenne a présenté au vice-ministre Sami Adoubango le rapport de la mission de facilitation de la paix relative à la formation de la brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindu, dans la province du Maniema. Donc nous avons expliqué un peu le but de cette mission de travail. Donc, qui encore une fois fait suite à cette mission d'identification qui avait eu lieu à Kindu auprès de la 31e brigade de réaction rapide. Très bonne réception de la part du vice-ministre de la Défense. Heureux d'apprendre qu'effectivement il y avait un nouveau soutien qui se mettait en place, un soutien européen spécifiquement à cette 31e brigade de réaction rapide, avec l'appui technique de la coopération de la défense belge qui appuie cette 31e brigade de réaction rapide depuis de nombreuses années. Autre fait à souligner est que cette brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindu bénéficie d'un important appui technique de la coopération militaire belge depuis le mois d'octobre 2022. Toujours à la Défense nationale, rendons-nous à présent au Nord Kivu, où le général-major Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations des renseignements, a effectué une mission d'inspection et de commandement sur place. Il a palpé les réalités du terrain, surtout en ce qui concerne les différentes positions des FARDC. C'est un reportage de RTNC Nord Kivu. Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou Gonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à 3 antennes, puis Kanyamaoro, enfin Mutao, en territoire des Niragongo. Le chef adjoint de l'armée congolaise rehausse le moral des hommes, s'imprègne des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndourou Gonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Mubambiro en territoire de Massissi. Téné
Cette autorité militaire a insisté sur la discipline, mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. À la haute cour militaire, le major Ngoï Caliste Célestin, huissier à la haute cour militaire du Maniema, en séjour à Kinshasa depuis le mois de juillet 2022, est attendu d'urgence au siège de la haute cour militaire. Le premier président de la haute cour militaire demande à quiconque aura capté ce message d'en faire part à l'intéressé. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023, le premier président de la cour militaire, Mutombo Katala Itiende Joseph, lieutenant général. À Goma, en image, la délégation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, en sigle, a rassuré les victimes de différentes atrocités de guerre des réparations avant la fin de l'année 2023. Et aussi, c'est possible d'avoir une vie meilleure après cette tragédie. Emmanuela Nzadi, directrice générale adjointe de FONAREV, qui a réussi à passer d'une victime à une victorieuse, a appelé les survivants à en croire à un avenir meilleur. Naïcha Kialamouela et José Baïtombo. Plus jamais seul, mieux qu'un slogan, c'est désormais l'angle qui oriente les actions du Fonds national de victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Face aux survivants à Goma, ce qui devrait être une simple audition des témoignages s'est transformé en séance de réconfort. Hier victime et aujourd'hui directrice générale adjointe chargée des opérations au FONAREV, Emmanuela Zandi a transmis l'espoir d'une vie meilleure à ses survivants. Je ne dirais pas que c'est mince chose, c'est quelque chose de très difficile. Il faut arriver d'abord à briser le silence pour pouvoir passer de l'étape de victimisation à l'étape de survivante. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi passer à l'étape de victorieux, parce qu'on ne peut pas rester survivante toute sa vie. Et donc, pour moi, je suis la preuve vivante qu'on peut se relever et aller au-delà même de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait rêvé. C'est lui chargé de l'administration et de finances, Kevin Ngunga, a lui aussi garanti aux victimes de la province du Nord Kivu, épicentre de guerre et des conflits armés, des subventions qui répondront tant soit peu à leurs besoins prioritaires. Si nous sommes là, c'est justement pour rassurer les victimes qu'elles ne seront plus jamais seules. En réalité, cette itinérance est une itinérance de l'espoir, pour leur apporter ce message d'espoir en leur disant qu'elles ne seront plus jamais seules. Parce que vous savez, dans ce pays, pendant longtemps, il y a eu une forme d'omerta généralisée sur la situation des victimes. Très peu osé en parler, que ce soit du côté du gouvernement ou au côté même des victimes, parce que certains avaient peur des représailles que cela pouvait provoquer. Nous sommes dans le processus d'identification et ça va suivre son cours et les réparations s'en suivront. Après les victimes de guerre, c'était au cadre de l'administration publique de faire des recommandations à la désormais structure des réparations de victimes qui vient d'être créée par le chef de l'État. Cette démarche du FONAREV en itinérance consiste à faire adhérer les parties prenantes autour de ce qui est attendu et comment le faire afin de soulager les victimes. La délégation conduite par Lucien Lundula a par la même occasion présenté les FONAREV et son mode de fonctionnement à leurs convives. Les engagements pris entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique, eh bien, où en sommes-nous? Cette question sera au cœur de la réunion paritaire qui va ouvrir ses portes ce lundi 11 septembre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était avec la délégation de l'intersyndicale de l'administration publique. On écoute Jean-Pierre Liaou au micro de Nadine Kilosho Mastejab. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs rapports officiellement, la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de
toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir le dialogue social parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Les accidents sur le fleuve Congo causés pour la plupart par des embarcations de fortune c'en est trop. Il faut mettre un terme à cela et sauver des vies. Des mesures pratiques seront bientôt prises conformément à l'orientation du chef de l'État lors de la 109e réunion du Conseil des ministres. Marc Ekila, ministre des Transports et Voies de Communication, a réuni tous les responsables de ces secteurs. José Baïtombo. La série noire de naufrages à répétition continue sur le fleuve Congo et le tableau devient de plus en plus inquiétant. En 2 semaines seulement, 3 cas de naufrage ont été enregistrés. Face à ces drames qui emportent de vies humaines, le chef de l'État avait haussé le ton lors de la 109e réunion du Conseil des ministres pour des solutions urgentes. Quelques jours seulement, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a convoqué autour de lui le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia, le directeur général de la RVF, Daniel Loaboshi, celui de la marine marchande, les armateurs attachés à la FEC et d'autres services directement conseillés pour faire une unité rapide de choc. Il ressort de cette réunion de plus de 3 heures que le chargement démesuré des embarcations en bois communément appelées baleinières est l'une des causes de ces naufrages. Pour serrer la vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur Paul Malébo, une mission de contrôle et identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dans les ports pour serrer les vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur les poules Malébo. Une mission de contrôle et d'identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dans les ports, a décidé Maître Marc Ekilali Kombo. Bien avant, le patron de transport a fait un aller-retour à Kimpoko pour observer personnellement le différent mouvement de ces embarcations sur le fleuve, tout en déplorant notamment l'entassement de personnes et des marchandises. Secteur minier, la République démocratique du Congo a participé à la première édition du sommet africain sur les minéraux critiques. À Johannesburg, en Afrique du Sud, où s'est tenu ces assises, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a encouragé les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui encouragera la prise de conscience des décideurs africains sur les stratégies dans le secteur minier. Jean-Richard Koualé. La première édition du sommet africain sur les minéraux critiques a bel et bien tenu ses promesses à Johannesburg en Afrique du Sud avec la participation active du vice-ministre des Mines pour le compte de la République démocratique du Congo. Sur invitation du ministre sud-africain des Ressources minérales et énergie, la RDC a fait entendre sa voix par Godard Motemona au cours de ses assises. Prenant la parole à ce panel de réflexion, le vice-patron des mines a salué le leadership qualificatif et productif de Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi pour leur touche de maître sur beaucoup de questions stratégiques du continent. Cette législation minière offre aux investisseurs du secteur un cadre attractif, sécurisant et compétitif pour mener l'activité minière en bénéficiant d'un régime fiscal et économique préférentiel. Portant la casquette panafricaniste, Godard Motemona a plaidé pour la mise en commun des efforts entre pays africains afin de permettre à ces derniers d'agir en groupe face à la mutation inéluctable du monde actuel vers la transition énergétique de manière à préserver les intérêts de l'Afrique vis-à-vis des autres continents concernant les minéraux dits critiques. Pour clore son propos, le vice-ministre des Mines a encouragé les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui renforcera la prise de conscience des décideurs africains dans la gestion efficiente et efficace des substances minérales stratégiques dont regorge le sol et sous-sol du continent africain.
Le congrès de l'Assemblée générale des architectes du monde se sont tenus à Copenhague, au Danemark, en août dernier. La délégation de la RDC, conduite par le président de l'Ordre national des architectes, était composée de 26 participants sur 10 000 participants venus de tous les pays du monde, valablement représentés au Dépenda. 10 000 architectes du monde, dont 26 architectes congolais, avec en tête les présidents de l'Ordre national des architectes, Fiyun Tondo Bonin, se sont réunis à Copenhague, en congrès suivi de l'Assemblée générale. Ces assises internationales de Copenhague au Danemark, tenues du 2 au 9 août 2023, ont été organisés en 2 épisodes, à savoir les congrès et l'Assemblée générale. Après l'étape de la grande cérémonie du congrès qui a reçu tous les participants délégués sans distinction, la seconde partie, consacrée à l'Assemblée générale, a concerné spécifiquement les délégations qui y ont participé. Et la RDC, valablement représentée, a pris part active à ces 2 épisodes. Au cours de l'Assemblée générale, la République démocratique du Congo a eu le privilège de contribuer avec 2 voix pour le vote de l'installation du nouveau bureau du comité de l'Union internationale des architectes. Quelques articles ont été votés pour garantir le fonctionnement et la gestion des architectes dans le monde. Lors de ces assises de Copenhague, la RDC avait un stand où il a été exposé des exploits de l'ingéniosité congolaise en matière de l'architecture suivant les standards internationaux. La RDC présente, nous avons un stand et nous valorisons l'image de notre pays, toujours sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce congrès a réuni tous les ingénieurs architectes du monde entier, sans exception, pour permettre au secteur de l'architecture d'aller de l'avant. Pierre Paipai Wassiagasigé, 7e gouverneur de la Banque centrale du Congo, a tiré sa révérence, vous le savez, le samedi 2 septembre 2023 à Bruxelles. Derrière cet économiste et homme politique de la RDC traîne toute une histoire. Son portrait avec Luzette Sakalamalasa. Il fut l'un des grands gouverneurs que la Banque centrale du Congo, alors Banque du Zaïre, ait connu. Pierre Paipai Wassiagasigé, ce natif de Bukavu, a dirigé l'Institut des missions pendant 6 ans, de 1985 jusqu'en 1991, l'année de la réforme monétaire. Les billets de Nouveau Zaïre portent la signature de cet ancien de l'Ovanium qui fut directeur des cabinets du recteur de cette prestigieuse université. À 33 ans, il fit son entrée au gouvernement en qualité du ministre de l'économie, industrie et commerce. Il occupera plus tard les fonctions du ministre des portefeuilles et des finances. À la Banque centrale du Congo, les agents et cadres n'oublieront pas la création du service des pensions en charge des retraités, veuves et orphelins de la banque. Pierre Paipai Wassiagasigé a implanté les bureaux de représentation de la Banque centrale à Bruxelles, un bâtiment imposant au cœur de la capitale belge. C'est lui qu'on appelait P3 a été également gouverneur du Zaïre auprès du Fonds monétaire international. Pierre Paipai tire sa révérence à 77 ans, laissant derrière lui des traces indélébiles tout au long de sa riche carrière. Et un entraîneur, ce journaliste. Professeur Noël Tchani Modianvita, ancien candidat à la présidence de la République en 2018, ancien directeur résident de la Banque mondiale à Washington, économiste international et initiateur de la proposition de loi Tchani de père et des mères. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Monsieur le professeur, la rentrée parlementaire, c'est déjà pour le 15 septembre prochain. Que pouvez-vous attendre de cette session parlementaire, compte tenu de votre loi de père et des mères? Oui, de cette session qui va commencer le 15 septembre 2023, le peuple congolais attend que la proposition de loi Tchani de père et des mères soit alignée pour débat et vote par les députés nationaux. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait très bien, notre pays est infiltré à tous les échelons des institutions de la République. Comment est-ce que nous pouvons combattre l'infiltration? C'est à partir donc de lois comme celle que nous avons proposée. Par conséquent, c'est une question qui est prioritaire, qui doit être inscrite sur l'agenda de l'Assemblée nationale
pendant cette session de septembre 2023. Justement, en parlant de cette loi, les gens pensent que votre loi tombe en ce moment afin d'exclure certains candidats à la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ça ce sont des gens peut-être qui n'attachent pas beaucoup d'importance aux questions congolaises. Cette loi, je l'ai proposée en réalité en 2016. J'étais encore à Washington et j'ai travaillé pour la Banque mondiale. Au moment où j'ai envisagé de me présenter comme candidat à la présidence de la République, j'avais fait une affiche de campagne qui disait « Professeur Noël Tchang Mwadi Anvita, candidat à la présidence de la RDC, 100% congolais et loyal à la RDC ». Je considère que les questions de loyauté sont extrêmement importantes. Ce que je disais par 100% congolais, je l'ai simplement remplacé par des pères et des mères. Et maintenant, les gens se sont réveillés. Par conséquent, la loi, elle est conçue pour être impersonnelle. Nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. On ne peut pas concevoir des lois pour tenir compte de la situation de chacun de nous dans les 107 millions de Congolais. Nous avons conçu une loi pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, réaffirmer l'indépendance de la RDC. Ça n'a rien de personnel par rapport à qui que ce soit. Nous voulons simplement que notre pays se trouve dans de bonnes mains. Oui, si vous avez un message à adresser ici et maintenant, qu'allez-vous dire pour le téléspectateur de la RTL? Je voudrais demander aux députés nationaux, aux sénateurs, de prendre cette proposition de loi au sérieux, d'en débattre lors de la session parlementaire de septembre 2023 et de voter pour que cette loi devienne effective avant les élections de décembre 2023. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté nationale sont extrêmement importantes. Prenons cette loi au sérieux, étant donné qu'elle nous permettra de protéger mieux la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, de réaffirmer notre indépendance. Nous organisons demain, le 9 septembre, au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, ici à la Gombe, dans la grande salle de conférence internationale, une conférence débat. Je voudrais inviter tout le monde, fonctionnaires de l'État, étudiants, professeurs, les ONG, toutes les organisations de défense des droits de l'homme, tout le monde est invité pour que nous puissions échanger en tant que Congolais. Ceux qui ont des questions pourront poser des questions et auront donc des réponses à cela. Et afin que, quand nous terminons la conférence, tout le monde sera bien équipé pour appeler son député national et lui dire « Votez cette loi ». Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à la RTNC. Et en mission de vulgarisation des réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Sud Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a expliqué à la population de Bukavu le pourquoi de son choix. Pour le numéro 1 de l'Union pour la nation congolaise, le président de la République a droit à un second mandat pour parachever ses actions à Nimbalaka. L'arrêt humaine témoigne l'attachement de ce peuple à son leader politique Vital Kamerhe. Bien que surpris par sa visite, la population de Bukavu est venue spontanément voir de leurs propres yeux ces fils du terroir en visite officielle dans ces coins de la République. Nous sommes le 6 septembre 2023. Aussitôt arrivé dans la terre de ses ancêtres, le docteur Vital Kamerhe s'est rendu au marché des chômeurs situé à Founou pour lancer les travaux de la modernisation de ces lieux de négoce délabrés qu'il finance personnellement. Ici, le pacificateur a expliqué à la foule le pourquoi de son choix porté sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une occasion pour lui de montrer à la population de Bukavu les différentes réalisations et projets en cours d'exécution dans la ville de Bukavu. Chimpunda enyanya sisi wote nyuma ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Je ne suis pas venu en campagne, mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles de centres de santé construits ici au Sud Kivu, vous allez vous étonner. Moi, je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu. Avant de clore son speech, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes des tueries de Goma et également en mémoire du patriarche Pierre Paipai, décédé dernièrement. Rappelons que le pacificateur a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi et le vice-gouverneur Marc Malago
en compagnie d'autres officiels de la province, du secrétaire général de l'UNC Billy Kambale, ainsi que des cadres et membres de l'Union pour la nation congolaise. État des lieux de réalisation sous Félix Tshisekedi était au centre de la matinée scientifique organisée par le corps d'élite scientifique de l'UDPS. Selon le directeur général adjoint de l'Office de route, dans 5 ans, le chef de l'État a déjà doté la RDC de 305 ponts et un lot de 100 ponts est déjà construit. Alain Bikaï nous en dit plus. Lors de son accession au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait le désenclavement de la République démocratique du Congo l'une de ses priorités. Par le biais de l'Office des routes, les gouvernements de la République avaient signé les contrats avec une société française pour la construction des ponts. C'est dans cette optique que le corps de l'élite scientifique de l'IDPS a échangé avec le directeur général adjoint de l'Office des routes, professeur Célestin Ekoto, sur l'état des lieux des ponts en République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi. Dans une méthode comparative, le numéro 2 de l'Office des routes a fait savoir à l'assistance que c'est une première dans l'histoire de cette entreprise de réaliser ce genre de projet. À 5 ans de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a déjà doté la République démocratique du Congo de 305 ponts, une performance inégalable. Le premier lot de 100 ponts est déjà sur place, dont 40 sont déjà installés dans les différents territoires de la République. Progressivement et selon les besoins, plusieurs coins du pays seront désenclavés. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que dans un quinquennat, le président Félix donne à sa population 305 ponts. S'il faut faire un pas en année par rapport à son prédécesseur, pendant 18 ans, l'Office de route, les biens du trésor public, n'a acheté que 4 ponts. Pour sa part, le coordonnateur scientifique, professeur Jean-Marie Béat, invite le pouvoir public à appuyer cet établissement. C'est un appel aux autorités pour que la plupart de ces ponts soient réalisés par des entreprises purement congolaises. Si tous les scientifiques emboîtaient les pas à cet organe technique de l'UDPS pour mettre leurs connaissances au service du peuple, la RDC serait déjà décollée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans les territoires de Sandoa, dans la province du Lualaba et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie France Zaina, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Excellent début de week-end à toutes et à tous et bonne chance à notre 11 national. À demain.